Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation. Rapidement, pour vous dire qui je suis, j'ai eu plus de 25 ans dans une carrière opérationnelle dans l'armée de l'air à déployer des systèmes d'information dans des endroits où vous n'iriez pas en vacances. Euh, et puis ces dernières années, je suis surtout en état-major, donc j'ai fait du capacitaire, de la stratégie, pour être aujourd'hui le chargé de mission du numéro 2 de l'armée de l'air en transformation numérique pour la troisième et dernière année, puisque le poste va disparaître, puisqu'on a créé un poste d'officier général numérique. C'est pas moi qui y serai, le général, mais j'ai ouvert le chemin. Personnellement, je suis un geek convaincu, donc un geek convaincu et un vrai zèbre. Donc les notions de métaverse, je les vois surtout sur un aspect système plutôt qu'un aspect technique, même si la tech elle est importante, mais c'est pas le cas de cette conférence aujourd'hui. Pour moi, il y a déjà des références dans notre imaginaire. Euh, le métaverse n'est pas une chose nouvelle, puisque si on prend le livre The Neuromancer, qui a été écrit par Gibson et qui précisait les règles du cyberespace, on y trouve déjà les premières règles du métaverse. Donc en fait, le cyberespace, le métaverse qui arrive par-dessus, il n'y a pas une trop grande différence hormis les outils qui vont être employés. La deuxième chose, c'est dans notre imaginaire à quoi ça pourrait ressembler. Donc Shems l'a très bien dit, Ready Player One, mais on peut citer avant ça Matrix, où l'image philosophique de Matrix, indépendamment de la performance des acteurs, c'est quand même des êtres humains qui sont mangés par les machines. Donc si on fait une allégorie, ce sont les données qui sont mangées par les machines pour créer un univers. Autre référence dans l'imaginaire, très récente, c'est 1899, la série sur Netflix. Je la spoil pas, mais je vous invite absolument à la regarder parce que c'est juste effarant. Ça a été fait par les auteurs de Dark, une autre série sur Netflix. Et là, vous avez vraiment ce que peut être un métavers. Et je vous spoil pas la fin parce que c'est juste effarant. Et en ce moment, il y a aussi sur Amazon Prime, c'est marrant, on parle des GAFAM, Peripherals, qui est aussi une autre expression de ce que pourrait être le métavers demain, etc. Et enfin, les premières expériences du métaverse, c'est pas nouveau, hein, Second Life, il y a plusieurs dizaines d'années, était la première expérience du métaverse. Derrière, il y a quoi? Il y a beaucoup de techno. Alors bien sûr, on base ça sur la blockchain qui donne les crypto-monnaies, mais et qui donne après le NFT, l'univers du gaming, l'univers de la tech en termes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et bien sûr l'intelligence artificielle. Et par-dessus arrive ce système social, le Web 3, parce que pour moi, c'est une évolution sociale entre un web centralisé qui était le Web 2, qui passe à un web décentralisé où là, on donne l'opportunité aux citoyens du web de prendre le pouvoir. Et là, je vous en parlais tout à l'heure, que l'expérience Twitter versus Mastodon est assez intéressante à observer en ce que pourrait être le métavers et avec les grands dangers qu'il pourrait y avoir. Shems parlait tout à l'heure des frontières. C'est simple, hein, c'est le traité de Westphalie qui fixe les frontières, que le cyberespace a complètement cassé, puisqu'on peut mener une attaque d'un pays extérieur, enfin une attaque n'a pas de pays, contrairement au traité de Westphalie où je suis la France et j'attaque l'Allemagne et vice-versa. Or, dans le cyberespace, ça n'existe plus. Il n'y a pas de raison que le métaverse ne soit pas le cas. Maintenant, pour en revenir aux armées, euh, il y a une récente étude qui a été faite sur la RH, les ressources humaines SIC, et moi étant un parfait influenceur au sein de mon ministère, j'ai réussi à faire introduire le terme de métaverse. Alors, je me souviens d'un sergent, parce que j'ai été sergent, j'étais sous-officier, et en 94, j'écrivais un exposé sur l'arrivée de la réalité virtuelle, et je m'étais basé sur un article de Ça m'intéresse, où je promouvais en fait l'utilisation de cette technologie-là pour la préparation opérationnelle. Bien sûr, à l'époque, j'étais un hérétique, puisque tout le monde ne jugeait que par l'utilisation de moyens réels pour s'entraîner, et c'est vrai que la technologie à l'époque était assez balbutiante. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, la technologie est très mature. J'en veux pour preuve les annonces très récentes de Lockheed Martin et de Thales, qui vont utiliser le moteur du jeu vidéo Unreal Engine 5 et qui vont les utiliser pour faire des simulateurs de vol, de combat aérien, sachant qu'il est très compliqué de modéliser du combat aérien, notamment des avions de chasse et des hélicoptères, mais aussi des chars, et aussi des bateaux. Donc, en fait, d'animer des jumeaux numériques dans un autre univers. Euh, on peut aussi signaler l'arrivée de Flight Simulator 2020. Bon, moi, je suis un gamer, je suis fan de ça, hein.
pour la petite histoire, j'étais alpha-testeur de ce jeu il y a plus de 2 ans, donc j'ai fait partie des 500 pilotes mondiaux virtuels à essayer ce jeu-là. C'est juste effarant. Là où aujourd'hui on est arrivé à la techno, et il faut savoir que la FAA, donc la Fédération aéronautique américaine, certifie des heures de vol sur ce type de simulateur au profit des pilotes réels, à condition qu'on ait un certain matériel. Donc c'est acquis dans l'expérience américaine d'utiliser le jeu vidéo comme un système réel. Maintenant, où sont les armées françaises, et là je parle en mon nom de Bruno de Saint-Nicolas. Eh bien c'est simple. Vous avez vu le conflit en Ukraine et ces histoires de guerre de haute intensité. Alors jusqu'à présent, quand on faisait des combats aériens contre un ennemi potentiel, on s'entraînait avec nos avions de chasse, avec ce qu'on appelle un raid air, des avions rouges, donc des avions réels qui simulaient en fait l'opposant. Sauf que quand on est en combat haute intensité, on va pas tomber contre un escadron de 5 avions, on va tomber contre de la tôle, c'est-à-dire 10, 20, 100, Oui, plusieurs centaines d'avions qui vont tomber face à nous. Or ça, aujourd'hui, oui. l'armée de l'air française, mais pas que, l'armée de l'air américaine, et alors elle Ah, d'accord. pourrait, elle, ne pas pouvoir avoir ses avions en réel. Donc la seule manière de le faire, c'est le virtuel. C'est-à-dire de mettre en place un univers d'entraînement, de préparation opérationnelle dans lequel on mettrait les jumeaux numériques de nos systèmes d'armes, plus les jumeaux numériques des systèmes d'armes, on va dire, potentiels, de façon à entraîner nos pilotes à ça. Et donc, il s'est passé quoi? Eh bien, on a des pilotes de chasse qui sont de la génération Z et qui viennent d'arriver, qui se sont inspirés des moyens du gaming. Donc, ils ont pris un jeu vidéo qui s'appelle DCS World, de combat aérien, et donc ils ont créé un système de simulation massive en réseau, c'est-à-dire en prenant des systèmes de jeux vidéo de combat aérien qu'on peut acheter chez n'importe quelle boutique de joystick, etc. Donc, on a des systèmes très fiables. Et donc, ils ont créé un univers dans lequel nos pilotes peuvent faire de la préparation opérationnelle en connectant une cinquantaine, et on va aller jusqu'à plusieurs, au moins une centaine de cockpits en réalité virtuelle dans lequel nos pilotes vont pouvoir s'entraîner et se préparer opérationnellement au combat aérien. Ça ne remplacera pas, parce que si vous êtes avec le milieu de la simulation militaire, il faut pas opposer en fait le système du jeu vidéo qui fera de la préparation opérationnelle du système tel que vous pouvez voir dans certaines compagnies aériennes d'un Airbus, le cockpit full 3D avec le système exact, parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect de sécurité aérienne où là, on doit mettre le pilote dans des positions de panne de son avion le plus réel possible, et c'est ce type de simulateur-là est vraiment destiné à ça, mais pas forcément destiné à faire du combat aérien. Il le fera quand même, mais c'est pas forcément l'utilité. C'est très cher par rapport à la préparation opérationnelle. Donc, on a déployé ce système de simulation massive en réseau, et le projet est en train de se déployer, a été financé en partie par l'Agence Innovation Défense, et maintenant est intégré en termes de capacité, et va aussi intégrer ce qui va se passer avec le système de combat aérien du futur, qui est un système, c'est pas un avion. Il y a un avion, bien sûr, au cœur. Il y a aussi ce qu'on appelle des remote carriers, donc des avions qui seront ou pilotés par un avion maître avec le pilote de chasse et éventuellement son navigateur, ou alors des systèmes autonomes. Et ça, effectivement, même pour s'entraîner, il nous faudra créer une sorte d'univers dans lequel nos pilotes de chasse pourront s'entraîner avec ces munitions ou ces systèmes d'armes autonomes. Et bien sûr, naturellement, quand on commence à connecter les idées, on se dit, moi, mon pilote de chasse, quand il fait une opération aérienne, par exemple une attaque au sol, il discute avec un militaire, un soldat au sol. Donc, on commence à penser à connecter les systèmes de l'armée de terre, de la marine, et de créer en fait un univers global dans lequel on pourra faire ce type d'opération. Ça va jusqu'à un tel point où, quand il y a eu le début de la crise du Covid, le précédent chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, donc le général Lavigne, qui est aujourd'hui le patron de SACTI aux États-Unis, a eu l'idée qu'un des prochains exercices interalliés pourrait se faire purement en virtuel. Et d'ailleurs, ça s'est fait il y a un peu plus d'un an, où on a fait un entraînement en virtuel entre nos pilotes de chasse et les pilotes de chasse anglais sur ce jeu vidéo-là, où on a fait un type d'affrontement. Et on pense même à connecter nos systèmes virtuels au système réel, c'est-à-dire simuler tous ces avions en l'air dans le métaverse qu'on va créer, et permettre que ces objets-là soient visibles dans le cockpit d'un avion réel, de façon à simuler une menace pour nos pilotes de chasse en réel. Alors bien sûr, il y a des problématiques de sécurité aérienne, mais l'idée c'est vraiment de les connecter. Alors bien sûr, après derrière,
il y a l'utilisation du wargaming. Si vous suivez sur l'actualité sur LinkedIn, enfin, le wargaming est revenu en odeur de sainteté au sein du ministère des Armées. Et donc, les gens commencent à s'y mettre. Et donc, comme j'ai expliqué, l'arrivée des moteurs de jeux vidéo et le principe du cross-platform, puisque aujourd'hui, les jeux vidéo notamment, si vous prenez Formule 1 2022, eh bien, vous pouvez aussi bien jouer sur une PlayStation que sur une Xbox, que sur un PC, et connecter l'ensemble de ces univers en même temps, ce qui se passe exactement dans la simulation de combat aérien. Pour aller sur les risques et menaces, donc on voit bien ici qu'on peut se préparer à faire la guerre. Les risques et menaces. Le premier risque, c'est la norme. C'est-à-dire que Facebook a très bien compris, en faisant Meta. C'est un coup fabuleux. Ils veulent imposer la norme. C'est-à-dire que ces entreprises du Web 2 ont bien compris que dans le Web 3, potentiellement, elles peuvent perdre leur influence dans cet nouvel univers. Donc, comment gagner cette influence-là? C'est un peu comme faire la guerre par le droit. Ils vont faire la guerre par la norme. C'est-à-dire que c'est celui qui imposera son standard le plus vite possible, un peu ce qui s'est passé sur les objets connectés, avec la norme Matter, je crois, où les industriels ou les GAFAM se sont arrangés pour créer leur propre protocole et ils vont l'imposer en fait à l'ensemble des autres compagnies. Donc en fait, les protocoles type Zigbee, Z-Wave qui sont dans l'IoT, ben, peut-être qu'ils vont disparaître parce que ces industries auront imposé un nouveau protocole. Donc imaginez qu'on va devoir jeter tous ces systèmes-là parce que ça a été imposé. Dans le métavers et dans le Web 3, je pense qu'il va se passer la même chose, c'est-à-dire la guerre des normes. Et l'Europe fait bien de décrire dès maintenant, tout comme l'État français, à quoi ça doit ressembler ou qui doit être au centre des normes. Deuxième aspect de méta, vous vous souvenez tous de l'arrivée du Libra, donc cette crypto-monnaie que voulait inventer Facebook. Qui a arrêté Facebook? C'est l'État américain. Pourquoi? Parce que frapper la monnaie, c'est le pouvoir d'un État. Donc les Américains ont bien compris que s'ils autorisaient Zuckerberg à avoir sa propre monnaie, ils pouvaient challenger un acte d'État. D'ailleurs, Zuckerberg l'a pas abandonné puisque il a créé le Zux, je sais plus comment s'appelle la nouvelle monnaie dans son nouvel univers, mais il a créé, il garde quand même cette idée-là et il se base sur ces gens-là. Derrière cette guerre des normes, il y a la guerre de l'attention. Il faut savoir qu'en Inde, il n'y a pas de site web pour les boutiques. Ce sont des sites web qui sont sur Facebook. Donc, ils ont déjà gagné la guerre de l'attention. C'est-à-dire que nos citoyens sont déjà captifs de ces univers-là, Instagram, Snapchat, TikTok, etc., etc. Deuxième aspect que je vois, un peu ce qui se passe dans le cyber, mais on va dire que là, c'est un peu plus personnifié, c'est cette idée de guerre avant la guerre. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer que le métavers, à l'instar du cyberespace, soit utilisé pour mener les premiers combats d'un conflit entre deux pays. Je vous invite à lire un des scénarios de la Red Team qui concerne la partie cognitive, où des militaires arrivent dans un pays qui est en guerre et ils ont du mal à convaincre les citoyens puisque chaque citoyen a ses lunettes de réalité virtuelle et vit dans sa propre réalité, ou du moins dans sa propre virtualité, et ne comprennent pas ou ne peuvent pas comprendre ce qui se passe autour. Un peu comme Ready Player One, où le jeune, il a une certaine personnalité dans le jeu vidéo, mais en fait, il a une vie un peu plus, entre guillemets, un peu plus médiocre dans le monde réel. Et ben là, on a une sorte de déconnexion, en fait, entre les deux. Et on peut très bien imaginer que le métaverse soit utilisé. Moi, j'imagine bien l'utilisation du jeu vidéo qui permettrait de mener ses premiers combats et d'avoir ce qu'on appelle la guerre cognitive, un peu ce qu'on voit sur Twitter avec ses influenceurs, et donc que ce métaverse soit utilisé. Et donc, on en vient au troisième sujet sur le métaverse, sur ces risques et menaces, c'est le phénomène de colonisation. Zuckerberg a commencé à coloniser le métavers, c'est-à-dire qu'il commence à marquer sa présence sur le territoire. Et je pense qu'il est important pour un État, comme l'a fait par exemple les Émirats arabes unis, ils ont commencé à mettre le ministère de l'économie dans le métavers. C'est-à-dire qu'ils marquent une présence étatique dans un système virtuel. C'est aussi mettre une ambassade. C'est peut-être même mettre un hôtel de police. Les premières expériences du métavers, eh bien, ce sont les femmes qui l'ont mal vécu puisque dès qu'elles sont arrivées, elles ont été harcelées par ces hommes qui sont arrivés, qui sont cru tout permis et qui ont reproduit des comportements, hélas, trop humains dans cet univers virtuel. Et dernière en date, c'est l'archipel des Tuvalu qui veut se dédoubler dans le métavers de façon à lutter contre le réchauffement climatique puisque comme ils sont à peine à 2-3 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, ils sont potentiellement menacés de disparaître. Mais on voit bien qu'il y a un phénomène de colonisation que les GAFAM l'ont bien repéré et que les États, plutôt que de subir,
doivent s'emparer de cette opportunité-là et d'essayer d'y aller. Alors, effectivement, comme disait Shems, c'est pas le truc qui va arriver demain, le métavers. En revanche, il arrive. Et le Web3 va arriver. Et donc, il faut déjà commencer à marquer sa présence et pas, moi, ce que j'appelle renouveler en France l'effet Minitel, où la France est quand même le pays qui n'a pas cru à Internet. Lisez le rapport, Internet n'a aucun avenir économique. Bravo, bravo. Et on continue, et on s'est planté à chaque fois de la même manière. Là, on a une opportunité, on est la Startup Nation, on a les startups qui vont bien. Et dernière chose sur les risques et menaces, je pense qu'il faut absolument observer ce qui se passe entre Twitter et Mastodon. Alors ok, on peut dire ce qu'on veut d'Elon Musk. Les gens se sont dit, je vais aller sur Mastodon. Mastodon est un peu une image de cet aspect décentralisé de ce que pourrait être le Web3. C'est-à-dire que chacun installe ses instances, les gère, etc., avec les données qui sont à l'intérieur. Alors Twitter, d'un côté, c'est si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Mastodon, comme j'ai dit récemment sur Mastodon, si c'est gratuit, tu participes. Les gens se rendent compte qu'en fait, héberger des instances, ça coûte du temps, de l'argent, que c'est basé sur le bien commun et que les gens doivent s'investir dans le fonctionnement de ce nouvel univers. Et donc, si on veut aller vers le Web 3 avec ces fameux systèmes de décentralisés, le citoyen devra s'investir. Ma question est-ce qu'il est en mesure technique de pouvoir s'investir dans un système pareil, sachant que son attention est déjà captée par les GAFAM? C'est une question vraiment centrale de la prise de pouvoir du citoyen par rapport à ces données. J'en suis pas persuadé et je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, est-ce que le métaverse est responsable? Comme l'a dit Shems, c'est un ogre énergétique. Maintenant, Hélène l'a souligné, il y a des études. Alors, il y a Ethereum notamment qui passe sur la décarbonation. Hein, donc, beaucoup de crypto, de fermes à crypto-monnaies sont placées près de centrales hydroélectriques. Et d'ailleurs, on apprend même que quand ils n'utilisent pas toute l'énergie, ils la revendent. On passe d'une technologie de proof of work, c'est quand même 100 kWh de consommation, à du proof of stake, donc en termes d'enjeu à 10 Wh. Donc on voit bien que la chaîne est en train d'essayer d'économiser l'énergie. Il y a bien sûr les principes de décentraliser d'edge computing, c'est-à-dire de déporter la consommation énergétique au plus près de là où est traitée la donnée. Et puis, on reste cohérent avec la philosophie du Web3, c'est-à-dire en décentralisant. Certaines études tendraient à démontrer que la crypto-monnaie reviendrait à être moins chère en termes d'énergie que de faire une monnaie. C'est-à-dire si on y intègre l'extraction de l'or, la production des billets, le transport de fonds, le système bancaire, etc. C'est un peu quand quelqu'un vous dit un mail va produire tant de CO2, personne ne se pose la question de combien produisait une feuille de papier. Donc en fait, si on veut comparer la génération de la crypto-monnaie par rapport au modèle sur lequel elle est, c'est-à-dire la monnaie, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire dire combien ça coûte une monnaie et combien coûte la crypto-monnaie en termes de carbone. Et bien sûr, Shems parlait tout à l'heure du nucléaire et des risques, parce que un des potentiels moyens d'avoir de l'énergie décarbonée, c'est le nucléaire. C'est de sources ouvertes. Hein. Aujourd'hui, sur l'existence du nucléaire, je suis pragmatique et un peu dur. Hein. Les accidents nucléaires ont causé largement moins de morts que la cigarette sur toutes les distances. Ça, c'est pragmatique, c'est basique, et c'est l'humanité va-t-elle courir le risque de perdre de temps en temps 5000 personnes quand elle sait que la cigarette en tue au moins 10 fois plus tous les ans? Question, pending question, mais c'est ce qui se passe en cours. L'autre aspect du métaverse, on parle beaucoup de carbone, il reste les métaux rares, c'est-à-dire leur extraction, leur consommation. Je vous invite à lire le livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. C'est assez évocateur. Et bien sûr, après, les limites du stockage, c'est-à-dire qu'on génère beaucoup de données, donc ça veut dire beaucoup de disques durs, ça veut dire beaucoup de métaux rares. Donc à un moment, on va avoir une sorte de système qui va nous dire qu'il faudra qu'on s'arrête ou pas. Autre aspect de la responsabilité, on parle de la partie carbonée. Moi, je vais parler de la partie responsabilité sociale. Le métaverse, il est fait pour qui? Pour les classes moyennes? Pour les plus riches? Pour les plus pauvres? Qui va avoir accès à des lunettes de vision en réalité virtuelle, en réalité augmentée? On reprend Ready Player One. Le jeune se saigne les veines pour acheter son matériel. Donc, il y a une vraie question de société de qui aura accès à ce type de technologie. L'autre responsabilité sociale, c'est toujours cette captation de l'attention. Comment on va arriver à extraire les gens de cette attention qui a déjà été captée par les GAFAM? Moi, ce que j'observe aujourd'hui sur le web, c'est que les gens, ils restent sur Twitter. Ils vont pas aller sur Mastodon.
Pourquoi? Parce que Mastodon, c'est compliqué à utiliser. Il faut comprendre comment il marche. Il n'y a pas d'algorithme qui pilote Mastodon. Alors que sur Twitter, il y en a. Donc l'utilisateur va aller vers ce qui est le plus simple parce les GAFAM ont l'expérience utilisateur. Et quel est donc l'état de conscience du citoyen par rapport à ces nouveaux enjeux? Et comme dit Olivia Scotti de la société Evagli, ce n'est pas la technologie qu'il faut bannir, mais l'utilisation que l'on peut en faire. Donc, pour conclure, je vous invite quand même à lire le livre Web3, la nouvelle guerre digitale de Caroline Fayet, qui explique très bien dans le début du livre ce que c'est que le Web3 et les différents enjeux. Après, ça tombe principalement sur la partie économique. Mais en quelques mots, c'est ce que je voulais vous dire sur ce que je pensais du métavers vis-à-vis des armées, de ses risques et menaces stratégiques et de sa partie responsable tant sur le plan carboné que sur la partie sociale et humaine. Et je suis ouvert à toutes vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question sur le sujet à poser à Bruno? Moi, en tout cas, j'en ai une parce que alors c'est plus une réflexion qu'une question peut-être. Avec la RSE et l'ESG que l'on a au niveau des entreprises, on a beaucoup décrié la défense au point que les banques ne voulaient plus investir dans la défense il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que 2021. Ça a été un vrai sujet pour les PME de la défense française. Aujourd'hui, on se rend compte que avec la guerre que l'on vit pas très loin de chez nous, ça repose quand même la question de réinvestir dans l'armée. Mais mon constat, c'est que on parle d'innovation responsable, c'est une innovation. On a vu le côté carboné, on a vu les risques qui sont associés, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer l'utilisation de métaverse comme étant une souveraineté? Parce que la souveraineté aujourd'hui est quelque chose qui permet de protéger les pays. Et quelle est la balance entre un métaverse qui consomme énormément d'énergie, qui pose un certain nombre de questions et qui a besoin de code, et de l'autre côté, par rapport à ce que vous disiez, Bruno, le fait d'avoir des ambassades des pays dans le métaverse et d'avoir ces premiers niveaux de guerre virtuelle que l'on détecte dans le métaverse, est-ce que c'est pas une autre façon d'avoir une innovation responsable pour se prémunir au niveau de la souveraineté? Mon mémoire de l'école de guerre, c'était les opérations dans le cyberespace. Et donc, je soulignais déjà à l'époque les premiers enjeux qu'il y a aujourd'hui dans le métavers, c'est-à-dire de marquer notre présence. Pour revenir en fait à l'investissement dans la défense, bon, je vais pas trahir de secret, mais ça va être violent. 50 milliards, ce sera pas suffisant. D'ailleurs, les pays dans le monde entier s'arment. Et notre équation en France, elle va être très compliquée. Vous savez qu'il y a une nouvelle revue stratégique qui a été écrite. On va écrire une nouvelle LPM. Il y a des choix qui devront être faits en fonction du budget qui sera nécessaire. Et comme bon père de famille ou comme en bonne mère de famille, il va falloir un moment pour faire des priorités entre les vacances et acheter à manger. C'est un peu l'image que je donne. Oui, il faudra marquer cette présence, au moins être en position d'observation de ce qui va se passer, un peu ce qui s'est passé dans le cyberespace. Ça ne choque personne, ou du moins il y a que les connaisseurs, mais aujourd'hui sur l'internet ou dans le cyberespace, il y a la problématique des câbles sous-marins. Qui les détient, qui les met en œuvre, mais il y a aussi la problématique des 13 serveurs routes, ce qu'on appelle les routes DNS. Je vous invite à aller sur Wikipédia et voir où ils sont géographiquement situés. Celui qui pilote un route DNS, il a le pouvoir sur le cyberespace. Donc l'Europe doit se battre pour avoir ces instances de route DNS et d'en ajouter de façon à être autonome. Des pays l'ont compris, hein. La Russie l'a compris, même s'ils n'arriveront pas forcément à être autonomes en matière d'internet interne. Les Chinois, eux, en revanche, l'ont acquis. Donc ils ont bien compris qu'ils devaient être présents. Ils en jouent. Si on prend par exemple pour ceux qui font de l'e-sport, la coupe l'an dernier a été remportée par la Chine. Eh bien c'est comme les Jeux Olympiques. Ils ont marqué un avantage technologique par le biais d'un jeu vidéo pour marquer leur présence dans un univers qui est l'univers de l'e-sport et qui est, on va dire, le métavers du jeu vidéo. Donc il faut qu'on soit présent, il faut qu'on y ait entre guillemets nos sondes, nos espions, de façon à anticiper les soubresauts qu'il pourrait y avoir, au même titre qu'on le fait déjà dans le cyberespace avec notre com cyber, avec nos gendarmes qui surveillent d'un côté la criminalité, de l'autre côté les opérations militaires, parce que effectivement c'est un moyen d'atteindre des opinions et de faire de la guerre cognitive, mais c'est aussi un moyen
d'atteindre ce qu'on appelle une infrastructure critique, parce que inéluctablement, qu'on le veuille ou non, une des manières d'économiser de l'énergie, c'est d'interconnecter tous les systèmes. Moi, je suis un vrai geek, un vrai maker. J'ai un serveur JDOM qui fait ma domotique à la maison et qui déleste ou qui va couper le courant sur mon chauffage en fonction d'EcoWatt. Voilà, parce que RTE a fait une API qui permet de récupérer les données d'EcoWatt et donc moi, ces données-là, je peux les récupérer et dire, bah, tu feras pas la cuisine à telle heure, etc. Donc, comme tout sera interconnecté par le cyber, dans le cyberespace, mais dans le métavers, forcément, il faudra marquer une présence. Et pour revenir à cette RSE et au ministère des Armées, c'est votre assurance vie. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? On est d'accord. Voilà. Est-ce qu'on veut une assurance vie là, j'ai rigolé hier parce que quelqu'un posait la question des véhicules électriques. Parce qu'en 2035, il y aura que des véhicules électriques et il y en a qui disent, mais comment faire à la défense? Moi, je vous le donne en mille. On va avoir les deux. On va avoir du véhicule électrique et on va avoir du véhicule thermique parce qu'il y a des endroits où on ne pourra y aller qu'avec des véhicules thermiques. Et d'ailleurs, il y a un des scénarios de la Red Team qui tient compte Absolument. de cet aspect. On ouvre sur la Red Team 20 secondes. La prochaine conférence de Pinkinov a lieu le 8 décembre et nous aurons sur la prospective, nous aurons le journaliste Ariel Kirou et un des membres de la Red Team qui est Xavier Dorisson. Étienne avait une question, la dernière question avant qu'on se sépare. Bonjour, merci. Étienne Prou, LDLC Studio. On est un studio qui fait des jeux, de la formation et expérience sur mesure en réalité virtuelle. Je voulais seulement savoir si l'armée de l'air commençait déjà je sais que vous avez beaucoup de sujets en réalité virtuelle, mais si vous commencez déjà à travailler sur la formation et l'entretien, par exemple, des avions en réalité virtuelle. Oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs projets. Le projet, c'est un des premiers projets, c'est les DRH 4.0. Donc, c'est un gros projet numérique de l'armée de l'air et de l'espace, notamment de la DRH, avec le campus numérique, où sur le site de la base aérienne de Rochefort, qui est la base aérienne qui forme les sous-officiers, on utilise déjà la réalité virtuelle et alors pas encore la réalité augmentée ou la réalité mixte, mais la réalité virtuelle pour que nos mécaniciens, nos jeunes mécaniciens puissent faire un atelier sur l'hyperfréquence, par exemple, c'est-à-dire tester un radar. Ou sur un truc qui est tout simple, hein, ce qu'on appelle du marshalling, c'est-à-dire parquer un avion, eh bien ils peuvent le faire aussi en réalité virtuelle avec un Rafale et en montrant avec les bâtons, vous savez, c'est ce qu'on voit dans les aéroports, et les jeunes vont utiliser ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est sur la maintenance, donc la maintenance de nos systèmes d'armes, des sociétés comme Dassault ou comme Thales. Nous mettent en œuvre des systèmes de formation ou des systèmes d'assistance à la maintenance du Rafale, notamment, mais aussi à la maintenance de nos systèmes aéronautiques tels que les radars, la radio, avec de la réalité virtuelle ou bientôt de la réalité augmentée. Et donc, on a plein de petits proof of concept qui sont en train de se faire. Et on a aussi le même principe dans un autre projet qui s'appelle NSO 4.0, donc niveau de soutien opérationnel 4.0, où là, en termes de logistique et en termes de dépannage et de gestion de la donnée, on commence aussi à utiliser la réalité virtuelle. Moi, ce que je défends au sein des armées, on revient à la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits projets, de macro-projets, et je pense que, mais ça, c'est un avis tout personnel, c'est que on doit mettre au point un standard de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte au sein du ministère et dire à vous, industriels, si vous voulez venir jouer avec nous, voilà, suivant quelles règles vous devez jouer. Parce que nous, si on multiplie l'ensemble des systèmes, on va multiplier la maintenance et ça va devenir trop coûteux et trop hétérogène, sachant que derrière tout ça, parce que je l'ai pas dit, mais sur la préparation opérationnelle, ce qui nous intéresse, c'est OK, la préparation opérationnelle de nos pilotes, ça c'est une évidence, mais c'est aussi la donnée qui est générée de tous ces gens-là qui nous permet d'optimiser les nouveaux systèmes d'armes. Typiquement, un simple exemple, hein, on a le Pilatus, le PC-21 sur la base de Cognac. Nos jeunes pilotes utilisent cet avion-là pour s'entraîner. Et ils ont aussi un entraîneur, donc un simulateur, hein, sur lequel ils peuvent jouer. La société Pilatus a voulu, à une époque, récupérer les données de nos entraîneurs. Donc nous, on l'a interdit. Pourquoi on l'a interdit? Parce que la manière de piloter d'un avion de chasse, c'est comme son empreinte digitale. Si quelqu'un de mal intentionné récupère ces données-là, on peut très bien imaginer qu'au cours d'un combat aérien ou au cours d'un raid, on reconnaisse la manière de voler d'un pilote, et c'est pas de la science-fiction, hein, et que là, un lien soit fait avec des intelligences artificielles, etc., et qu'on dise,
bonjour colonel de Saint-Nicolas, vos 2 enfants vont bien, est-ce que votre épouse habite toujours à tel endroit? Et là, le RAID, il est plié. Donc on est en train de mettre des clauses de confidentialité sur ces données-là, mais on les injecte dans d'autres systèmes de façon à éventuellement entrer des systèmes d'armes. Autre projet qui est intéressant, c'est que la manière de piloter de ces pilotes de chasse, pour conclure, parce que la roue tourne, la manière de piloter de ces pilotes de chasse, elle permet aussi d'optimiser la maintenance. C'est-à-dire qu'un avion qui fait de la permanence opérationnelle, c'est-à-dire de l'interception, par rapport à un avion qui va faire du bombardement au sol, le comportement de l'avion est complètement différent. Donc, si j'utilise ces données-là, je suis capable d'optimiser ma chaîne logistique pour les pièces à dépanner dans le cas de la maintenance préventive de ces avions-là quand je suis déployé. Et donc, je peux très bien dire que je vais envoyer 4 avions, comme c'est le cas en Lituanie, pour faire de l'interception aérienne. Et ben, connaissant le type de mission, je pourrais prévoir la maintenance de mon avion. Si j'envoie ces 4 avions en Afrique faire de l'attaque au sol, et ben, la mission étant différente, je pourrais optimiser la maintenance et les pièces détachées d'une autre manière, de façon à maintenir l'avion pour qu'il soit capable de faire sa mission. Merci beaucoup. Merci. Merci, James. Avec vous, donc ça. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir participé à cette session. Vous pouvez retrouver bientôt en ligne puisque on en fera le montage vidéo pour partager. Et à très bientôt en tout cas pour la prochaine conférence Minkinov.